Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des rencontres économiques d'Aix-en-Seine vers un nouvel écosystème agroalimentaire. La Terre passe à table et c'est l'affaire de tous. La crise du Covid-19 a remis au cœur de l'actualité les enjeux alimentaires. Peur de manquer sur une planète qui comptera 10 milliards d'habitants en 2050, car la pression démographique n'a jamais été aussi intense. Au cours du XXIe siècle, la population de l'Afrique devrait doubler 2 fois pour atteindre 4 milliards en 2100. Mais la crise du Covid-19 interroge aussi sur les liens entre nos pratiques agricoles et la santé, celle de la terre, mais aussi celle des hommes, avec la propagation des virus, ainsi que celle des maladies dites de civilisation. De la terre à l'assiette, c'est bien d'une même santé, One Health, disent les chercheurs dont il s'agit. Des riches terres de la Beauce au Congo, en passant par la Suisse, bienvenue dans un débat qui devrait stimuler nos neurones et nos papilles gustatives, mais aussi nous interroger sur la place des paysans sur ce grand échiquier mondial. Sans eux, rien ne peut se faire. Alors, je vais laisser la parole à Patricia Barbizet pour présenter nos invités. Patricia Barbizet, c'est à vous. Ah, Patricia Barbizet, je vous laisse le soin de présenter nos intervenants. Et peut-être, si la connexion n'est pas bonne, à ce moment-là, je vous propose de laisser la parole directement à Thierry Pouche, à ce moment-là, qui va nous présenter les grands enjeux de souveraineté alimentaire. Thierry Pouche, vous êtes chef économiste à la PCA. Vous êtes également l'auteur d'un livre récent avec Jean-Marc Chaumet, La Chine au risque de la dépendance alimentaire. Vous avez 7 minutes. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans cette problématique de nouveaux écosystèmes agroalimentaires, on a constaté une chose avec l'épidémie de coronavirus. Elle a subitement restauré en France l'importance de la sécurité des approvisionnements, non seulement sur le plan sanitaire, la sécurité des aliments, mais aussi sur le plan évidemment de la qualité gustative de ces aliments. Alors même infondée, la crainte d'une pénurie des produits alimentaires s'est emparée du citoyen et lui a suggéré de recourir, dans cette période de confinement, à des points de vente de proximité, pas très éloignés de son domicile. Et on a assisté à l'essor des circuits courts, du e-commerce, des drives fermiers. Et on peut se demander si ça se situe dans le prolongement d'une tendance qui commençait à s'affirmer avant la crise sanitaire. Est-ce que c'est le signe annonciateur dans ce nouvel écosystème agroalimentaire d'une mutation de nos modes de consommation alimentaire en France, voire même dans toute l'Europe? Alors c'est pourquoi un questionnement s'est d'emblée imposé. Pourquoi la France finalement importe-t-elle autant de produits agricoles et alimentaires en provenance de l'Union européenne, mais aussi de certains pays hors Union européenne, en particulier dans le domaine des fruits et des légumes, de la viande de volaille, pour la restauration collective notamment, et pour les éleveurs qui ont des animaux à nourrir, une dépendance de la France en matière de protéines végétales, en particulier la question du soja. Donc il est vrai qu'entre 2000 et 2018, nos importations de produits agricoles ont quand même beaucoup augmenté, de 96%. Donc ça peut évidemment donner cette impression de gigantisme de l'ouverture de notre marché intérieur. Et il est également vrai que à l'exportation, nous avons une agriculture et une industrie agroalimentaire qui ont régressé en termes de part de marché au profit des Pays-Bas, de l'Allemagne et plus récemment du Brésil. Et nous avons même au sein de l'Europe une France qui est talonnée par l'Espagne et qui le sera certainement après-demain par la Pologne dans des produits comme la viande de porc, les pommes, le cidre ou encore même des produits laitiers. Donc la question qui s'est posée et qui a finalement ressurgi, hein, même si c'est une ancienne question, de savoir si l'agriculture française est encore compétitive, eh bien, c'est une question qui mérite quand même qu'on s'y arrête. Et comment cette compétitivité aujourd'hui va-t-elle s'inscrire dans ce nouvel écosystème agroalimentaire?
Alors la compétitivité, c'est pas uniquement de la compétitivité sur des marchés extérieurs, c'est aussi de la compétitivité sur notre propre marché intérieur. Et manifestement, cette compétitivité est fragile par le faible degré d'autonomie que nous avons en fruits, en protéines végétales, en poulet, en viande ovine. Sur ces secteurs-là, on constate même sur longue période, hein, c'est pas une question uniquement de crise sanitaire et de confinement, que notre solde est déficitaire depuis maintenant de nombreuses années. Mais quand on regarde aussi ce que nous exportons, eh bien, le résultat est que nous détenons un excédent commercial structurel et durable sur ces échanges de produits agricoles et alimentaires. Alors certes, cet excédent est concentré sur quelques produits, les vins et boissons alcoolisés, les céréales, les produits de céréales, les produits laitiers, le sucre et les animaux vivants. En 2019, cet excédent s'est même redressé à quelques 8 milliards d'euros, contribuant ainsi à alléger partiellement l'abyssal déficit commercial de la France, tous secteurs confondus. Alors il sera sans doute moins élevé en 2020 étant donné la crise sanitaire et la crise économique que nous connaissons, mais on voit bien qu'il s'agit d'un secteur fondamental pour non seulement notre souveraineté, c'est-à-dire notre capacité de décision à exporter, mais aussi pour notre économie et les emplois que cela induit. Alors si la France connaît une érosion de sa compétitivité depuis quelques années, c'est avant tout sur le marché intracommunautaire. L'excédent historique que nous dégagions sur l'Union européenne et sur nos partenaires s'est effondré, au point que en 2019, nos échanges avec nos pays partenaires de l'Union européenne est devenu déficitaire. En revanche, sur les pays tiers, eh bien, nos performances se sont renforcées, que ce soit sur le Japon, les États-Unis, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la Chine. Donc cela pose question de savoir si, en matière de commerce extérieur, nous avons tout intérêt aujourd'hui à accentuer notre performance sur les pays tiers plutôt que sur l'Union européenne. Donc avec la crise que nous connaissons, l'ambition est de restaurer notre autosuffisance, qui quand même, faut-il le rappeler, a été un objectif prioritaire de la politique agricole commune depuis le début des années 60 et qui a été un objectif assez rapidement atteint grâce au mécanisme de soutien de la politique agricole commune. Mais le problème, c'est que dans les domaines comme les fruits, les légumes et les protéines végétales, eh bien là, évidemment, nous sommes étroitement dépendants de nos importations. Donc c'est toute une mutation qu'il va falloir envisager dans l'organisation de nos productions agricoles si nous voulons reconquérir le marché intérieur sur un certain nombre de secteurs comme les fruits, les légumes et les protéines végétales, les éleveurs étant très dépendants de l'extérieur pour nourrir leurs animaux. Donc il y a tout un chantier à mener pour essayer de restaurer une souveraineté, une autosuffisance alimentaire dans ce domaine-là, même si bien évidemment, et je terminerai là-dessus, on ne peut pas tout produire. Nous prenons tous un café ou un thé le matin et ça va être très difficile de produire ça sur notre propre territoire. Mais tous ces éléments-là ont ressurgi, se sont accentués avec la crise sanitaire, même s'ils étaient déjà là précédemment. Merci. Merci Thierry Pouche pour la présentation de ces défis pour l'agroalimentaire et l'agriculture française. Est-ce qu'on a retrouvé Patricia Barbizet, justement, qui pourrait nous donner un éclairage intéressant sur notamment le décrochage de la pomme? Bonjour Patricia, est-ce que vous nous entendez? Ah, la liaison visiblement est difficile. Écoutez, si on n'arrive pas à entendre Patricia Barbizet, je vous propose à ce moment-là de poursuivre avec Sivi Malou Kissa de Manitech Congo. Là, on change de pays. Le Congo, c'est évidemment le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, 80 millions d'habitants, plus grand que donc le deuxième pays le plus grand d'Algérie d'Afrique avec l'Algérie. Sivi Malou Kissa, vous êtes une femme d'affaires, entreprenante, vous travaillez avec les agriculteurs congolais. Je vous propose de prendre la parole pour 7 minutes. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Alors, parler de la RDC, un pays si beau,
En fait, chez nous, on dit qu'il suffit de jeter une graine pour que celle-ci pousse. Vous savez, nous sommes situés à cheval sur l'équateur et au nord et au sud, nous avons les deux tropiques. À l'extrême sud de mon pays, vous trouvez un climat très doux qui ressemble un peu au climat méditerranéen. À l'est du pays, vous avez des montagnes et tenez-vous bien, ce sont des pics enneigés. Nous avons un climat européen. Ce qui fait que dans mon pays, pratiquement tout ce qui existe peut pousser. Et c'est dans ce pays que nous avons un contraste exceptionnel. On dit que dans mon pays, nous avons la capacité de nourrir 1,5 milliard de personnes. Tenez-vous bien, c'est l'équivalent de la population africaine plus la population européenne. Mais c'est dans ce même pays que vous avez une partie de la population qui meurt de faim parce qu'elle n'a pas accès à la nourriture. Et c'est dans le même pays que vous avez la quantité des importations supérieure à l'exportation. On parle de quelque chose comme 80% contre 20%. C'est énorme. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de Congolais qui ont décidé d'investir dans les chaînes de valeur alimentaire, simplement parce que c'est inacceptable et ce n'est pas tenable. Alors, la plus grande difficulté que nous avons, tous les Congolais dans l'agroalimentaire, c'est que notre pays est tellement grand. Il est tellement grand, mais malheureusement, nous n'avons pas de communication entre les différentes zones, je les appelle les zones agricoles. Ce qui se passe, c'est que nous avons des problèmes pour les avions, les bateaux, donc il n'y a pas de communication. Et donc, Manitech, par exemple, depuis quelques années, a commencé à produire avec ce qu'on trouvait aux alentours de Kinshasa. Pourquoi? Parce que au départ, lorsque j'ai créé la société, nous voulions proposer des confitures avec tous les fruits qu'on trouve dans mon pays. On pouvait aller de l'ananas à la fraise en passant par le coin, en passant tous les fruits que vous connaissez. Mais c'est impossible parce que certains fruits sont à des endroits tels que les emmener à Kinshasa, on perd 70% de la production, de la récolte en route et finalement on ne gagne. Nous avons décidé de travailler et c'est que nous avons créé une société industrielle comme localement là où vous êtes, envoyer le produit rentable. Deuxièmement, dans tous, mutualiser les efforts. Ce qui a été une très bonne chose parce que toutes ces entreprises, je cherche un commentaire, on vous parlera de Manitech ou comment ça s'appelle? Nadine, etc. C'est le système d'approvisionnement. Et là, c'est très marrant. Hein? On parle d'abondance. Notre terre, elle est hyper fertile. Il y a
il y a les cultures. En fait, des paysans vivent des petites terres et en négociant, il faut aller sur le négociant. Et ça, c'est un gros problème. Et donc, Made in 243 a commencé donc à développer un tel que nous perturber du pays. À savoir aussi sur magnifique pays, c'est que l'emploi est aujourd'hui à cause de cette situation. Mais commence à se tourner l'agriculture, un début d'agriculture industrielle qui s'inspire énormément des modèles à l'étranger. Et donc, comme celui est une occasion pour Sylvie Maloukissa, je pense qu'on va être obligé d'interrompre votre intervention parce que la communication est vraiment très mauvaise. Est-ce qu'elle est un peu meilleure avec Patricia Barbizet qui souhaitait revenir justement sur le décrochage compétitivité, notamment avec l'exemple de la pomme en France? Drastiquement augmenté. Oui, on vous entend, Patricia. Les semences et les récoltes du futur. Nos invités vont nous apporter leur éclairage sur les défis suivants: le défi de la compétitivité et la souveraineté du pays, le défi de l'emploi, des territoires et de l'équité dans les échanges, le défi écologique et celui du réchauffement climatique, le défi de la transition alimentaire et enfin le défi de l'innovation et des nouvelles technologies. Thierry Pouche, que nous avons entendu tout à l'heure, responsable du département économique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour qui la compétitivité de l'agriculture française constitue une mission quotidienne, doit accompagner les agriculteurs dans ces transitions économiques, sociétales et environnementales. Sylvie Maloukissa est présidente de Manitech, entreprise congolaise qu'on vient d'entendre, et qui produit des confitures, des sauces et des farines. Et pour elle, la conscience d'appartenir à un écosystème local, avec ses emplois, ses terres et ses traditions, est essentielle pour comprendre son engagement et son modèle économique. Pour Petralo, dont l'entreprise suisse Syngenta commercialise des semences et des produits phytosanitaires, la recherche en matière d'intrants agricoles est la voie à emprunter pour concilier préservation des sols, biodiversité, sécurité alimentaire, compétitivité et favoriser ainsi une agriculture plus durable. Et pour Cécile Cabanis, la directrice générale des finances du groupe Danone, un des leaders mondiaux des produits laitiers, la prise en compte des nouveaux modes de consommation, comme la demande de bio ou celle d'une alimentation plus saine et plus durable, appelle une réflexion sur l'ensemble du positionnement des produits du groupe. Et enfin, Julia Bijaoui, avec sa start-up bien connue Frischti, a pris acte de l'innovation technologique comme opportunité de se saisir des nouvelles tendances alimentaires et de nous livrer des plats cuisinés à base de produits frais. Je voudrais illustrer ces défis à partir d'un cas concret, celui d'une filière agricole française, la pomiculture. Et plutôt que de faire un exposé universitaire, j'ai choisi de vous conter une histoire de pommes. Alors, comme dans tous les contes, celui-ci commence par « Il était une fois ». Il était une fois des pommes et des hommes. Les pommes n'étaient pas du tout un fruit défendu, les pommes étaient même le fruit le plus consommé du pays. Leur famille était large et comme dans les contes, il y avait des reines, des belles et des espèces rustiques. Il était une fois la reine des rainettes et la Pink Lady, et elles avaient de nombreuses cousines.
la Rubinette, la Belle de Boscop, la Gala, la Golden ou encore la Belle Charles Chantecler. Les hommes, les pomiculteurs, avaient un savoir-faire reconnu qui assurait notre autosuffisance alimentaire avec une offre abondante et diversifiée. Et grâce à eux, le pays était le 7e producteur mondial et exportait plus de 600 000 tonnes par an. La filière employait plus de 50 000 personnes, soit davantage que la compagnie nationale aérienne ou le premier constructeur automobile du pays aujourd'hui. Cette filière était l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois en milieu rural. Et tout aurait bien continué dans nos campagnes si la concurrence n'était pas devenue progressivement de plus en plus menaçante. En 10 ans, la proche Pologne était devenue le premier producteur européen, tandis que la lointaine Chine avait multiplié sa production par 2. Et partout dans le monde, d'autres pays montaient en puissance, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Chili ou encore la Nouvelle-Zélande. Face à cette concurrence, le pays perdait des parts de marché et son excédent commercial fondait depuis plus de 20 ans. Ses clients traditionnels, comme le Royaume-Uni, le délaissaient, tandis que ses importations de pommes à bas prix pour fabriquer des compotes industrielles augmentaient. Néanmoins, selon les familles de pommes, les situations étaient très différentes. Ainsi, pour les Gala, les Golden ou les Granny, pour ces variétés standards, la concurrence était rude. La qualité nationale jugée moyenne handicapait les ventes et les prix étaient tirés à la baisse par la concurrence. Ensuite, les pommes dites rustiques étaient destinées au marché intérieur et elles vivotaient, un peu comme les survivantes d'un ancien monde. Enfin, la Pink Lady, qui appartenait à la famille des pommes Club, connaissait un destin différent. En effet, cette pomme premium était la mieux adaptée à la demande et grâce à ses efforts publicitaires, elle se vendait bien et à un bon prix. Comme dans d'autres secteurs économiques, le pays était en perte de vitesse sur le marché de la pomme. Réduction de la production, réduction du nombre d'exploitations, réduction des superficies, réduction de l'emploi. C'était comme si un vent mauvais soufflait sur ces terres et sur ces vergers. Le pays n'était pas compétitif en entrée de gamme, avec souvent des produits de qualité insuffisante. Le pays n'investissait pas suffisamment, ses vergers vieillissaient et perdaient en rendement. La production nationale avait du mal à s'adapter à l'évolution des attentes des consommateurs et les concurrents investissaient davantage dans le marketing. La filière n'était pas suffisamment structurée, notamment concernant le conditionnement et la commercialisation. Enfin, ces exportations n'étaient pas positionnées sur les marchés les plus dynamiques, comme l'Asie ou le Moyen-Orient, alors même que l'évolution des habitudes alimentaires orientait le secteur vers une demande accrue de produits de proximité. On mesure l'urgence et l'ampleur des défis qui se dressent devant nous et que la crise économique issue du Covid-19 va encore accélérer. Pour que ce conte se termine bien, alors que personne n'a de baguette magique, il est indispensable de transformer notre écosystème. Pour cela, il existe plusieurs leviers. Tout d'abord, investir dans les vergers pour les rajeunir et améliorer l'équipement. Maîtriser les coûts de la main-d'œuvre agricole, notamment saisonnière. Adapter notre production à la demande des consommateurs en montant en gamme et en marketant l'offre pour accompagner les transitions alimentaires. Réorganiser la filière depuis la production jusqu'à la mise en marché et la distribution. Se replacer sur les marchés dynamiques et enfin innover par la sélection variétale, l'agriculture de précision et la transformation digitale, le conditionnement et le développement durable autour de la maîtrise des produits phytosanitaires et du bio. C'est au prix de ces transformations profondes que la reine des reinettes pourra rester reine en son royaume et que la Pink Lady française pourra toujours se regarder dans son miroir en se disant qu'elle est la plus belle. Merci Patricia Barbizet. Votre propos permet de conforter en fait l'analyse de Thierry Pouche sur le décrochage de l'agroalimentaire et des productions agricoles françaises sur le marché intracommunautaire européen. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on répond à ces nouvelles attentes sociétales, la question du réchauffement climatique. Je vais me tourner vers Petra Laux. Vous êtes en charge du développement économique durable pour Syngenta, qui est un grand semencier qui a été racheté par le chinois ChemChina en 2017. C'est à vous pour 7 minutes. Petra Laux, est-ce que vous nous entendez ?
Ah, Est-ce que Cécile Cabanis pour Danone peut nous expliquer comment l'un des plus grands acteurs agroalimentaires dans le monde sur les produits laitiers, qui défend une agriculture régénératrice, répond à ces nouvelles attentes et fait face à ces défis à la fois alimentaires et environnementaux? Absolument. Je ne sais pas si on m'entend bien ou s'il y a toujours de l'écho, mais je vais continuer. C'est une séance improvisée, on va dire. Donc moi, je voulais revenir un peu avant le Covid, où on s'est finalement aperçu et on a pris conscience que le système alimentaire qu'on avait construit pendant des décennies était à bout de souffle. Alors certes, il avait répondu à un objectif extrêmement important qui était de réduire la faim dans le monde de façon majeure, mais à côté de ça, il a évolué avec des conséquences directes et indirectes, à la fois sur la santé, avec une explosion de maladies. On recense aujourd'hui 500 millions de personnes qui souffrent de diabète. On recense 2,5 milliards de personnes qui sont en surpoids ou obèses, et on a encore 700 millions de personnes qui dépendent directement de l'agriculture et qui ont faim chaque jour. Et aussi des conséquences directes et indirectes sur la planète, avec un épuisement des ressources de la planète. Aujourd'hui, seulement une douzaine d'espèces végétales supportent 75% des besoins alimentaires. Et tout ça a conduit à de la monoculture, de l'utilisation intensive de produits chimiques et une surconsommation d'eau dans l'agriculture qui a littéralement épuisé les sols. Et du point de vue du consommateur, on s'est retrouvé avec un consommateur qui s'est complètement déconnecté de son alimentation. L'alimentation, elle est locale, elle a un lien social, elle est faite de plaisir, et on s'est retrouvé avec un consommateur qui sont complètement déconnectés de son alimentation, d'où elle venait, à tel point que il y a quelques années, il y a une étude faite en Angleterre où seulement 30% des Britanniques faisaient le lien entre le bacon et le cochon. Et 90% des écoliers ne savent pas que la banane pousse sur des arbres. Donc on s'est retrouvés complètement déconnectés. Et puis on a eu la data, on a mesuré, on a commencé à parler et à mesurer l'impact que tout ça avait sur la planète, sur le climat, sur la santé. Et on a des nouvelles générations qui ont commencé à se détourner des marques, à trouver des solutions alternatives, des solutions de remplacement, et parfois à être extrêmement vocales contre les marques, avec des lanceurs d'alerte qui, là aussi, se sont démultipliés avec les réseaux sociaux. Ce qui est formidable dans l'alimentation et la chaîne alimentaire, c'est qu'on est tous connectés au même système alimentaire. Donc, on est tous impactés et on a tous un rôle à jouer. Quand on choisit ce qu'on mange et qu'on boit, on peut voter pour le monde dans lequel on veut vivre. Donc ça donne à tout le monde un rôle à jouer, et l'importance de prendre ce rôle-là et d'être plus activiste pour faire bouger les choses. Donc nous, chez Danone, comment on réagit face à tout ça? Alors chez Danone, on a commencé il y a très longtemps, puisqu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un à la tête de Danone qui s'appelait Antoine Riboud, qui en 1972, lors d'un discours au CNPF qui n'a pas été uniquement bien reçu, a dit « Le rôle de l'entreprise ne doit pas s'arrêter aux portes de ses usines, mais une entreprise saine repose sur une société saine, durable et équitable. » Et il a ajouté « On n'a qu'une planète, on a une seule vie. » Donc nous, on s'est construit avec cet ADN-là. Donc notre portefeuille de produits et l'aboutissement qu'on a depuis quelques années, avec un portefeuille qui est sur des catégories saines. Aujourd'hui, on a 90% de nos produits qui sont recommandés par les autorités de santé pour une consommation journalière. On l'a construit de façon consciente, appuyé aussi par la mission qu'a posée Franck Riboud en 2005, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, et vraiment avec un ADN qui était vissé structurellement dans la façon dont on voulait
dont on voulait impacter et à la fois l'alimentation, sans oublier le plaisir, hein, parce que à force de discuter de façon assez anxiogène de plein de choses, on finit par oublier l'envie et le plaisir, et l'alimentation, c'est du plaisir, c'est du lien social. Donc il y a eu cette transformation de portefeuille. En 2017, on a posé notre cadre d'action One Planet, One Health, qui dit la santé des personnes et la santé de la planète sont complètement interdépendantes. Et donc, il s'agit de trouver le meilleur moyen et le meilleur optimum entre la santé des personnes et la santé de la planète. Et on a posé des objectifs intégrés. Parce que là encore, on met énormément de temps à arriver à travailler dans le même sens de façon intégrée avec toutes les parties prenantes. On le voit là, chacun est fragmenté dans sa partie de chaîne de valeur. Et nous, on a eu à cœur de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de faire porter des messages à nos marques sur l'impact de la santé, la préservation des ressources naturelles. Et on a pris un certain nombre de grands engagements. Quand on regarde où on en est aujourd'hui, il est absolument clair qu'il faut passer à une étape, à l'étape supérieure, quitter cette approche fragmentée, à la fois par les data et l'impact que chacun a au niveau de ce qu'il fait. Nous, quand on parle d'empreinte carbone, 70% de notre empreinte carbone, elle vient de l'amont agricole. Donc, il s'agit bien évidemment de travailler et de permettre et d'accompagner la transition agricole auprès de nos agriculteurs partenaires, parce que c'est là qu'est l'impact et c'est là que sera la différence. Je pense qu'en tant que citoyen, on est aussi un peu souvent en contradiction entre la façon dont on consomme et les convictions et ou les discours qu'on tient. Donc on a aussi un rôle à jouer. Les investisseurs qui sont extrêmement importants hein, dans tout le financement de cette transition, ils ont aussi un rôle important à jouer parce que quand on est une entreprise cotée, finalement la plus grande difficulté, c'est d'arriver à gérer la tension entre les horizons de temps. Le temps court des actionnaires au trimestre et les investissements nécessaires pour la création de valeur durable qui se fera dans un temps long. Et donc, rassembler cette conversation est absolument clé et arriver à intégrer des indicateurs qui ne sont plus seulement économiques, mais qui aussi notent de façon pertinente, harmonisée, avec les bons niveaux de matérialité, les impacts que vous avez et arrive à le transformer dans une nouvelle et un nouveau mode de valorisation des entreprises est extrêmement important pour embarquer aussi l'ensemble de la communauté des investisseurs. Nous, l'année dernière, on a décidé de rendre visible le coût de nos émissions carbone dans notre bénéfice net par action. C'est une première étape. Et puis, et je finirai là-dessus, il y a 2 semaines, on a tenu notre assemblée générale et on a décidé de proposer aux actionnaires de voter pour être société à mission. C'est quoi une société à mission? C'est au-delà d'embarquer dans ces statuts le profit pour les actionnaires et l'économique, c'est d'y ajouter des grands objectifs environnement, social, sociétal. Et donc, on a proposé ça avec une gouvernance renforcée via un comité de mission qui s'assurera de suivre, d'inspirer et d'aider à mettre tous ces objectifs en place. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un vote favorable pour 99,5% par nos actionnaires. Donc, ça rend extrêmement optimiste. Et d'autre part, quand on regarde toutes les réflexions qui sont menées au niveau de l'Europe sur la stratégie biodiversité 2030 et de la ferme à la fourchette, je pense qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité pour se mettre tous ensemble. Nous, on a mis sur notre site un appel à action pour une politique alimentaire commune au niveau de l'Europe, pour regagner de la souveraineté alimentaire, où il faudra bien prendre en compte l'ensemble des impacts économiques, sociaux, environnementaux, et qu'on avance tous maintenant de la même façon. Si on veut un impact massif, on ne peut pas avancer chacun de son côté. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir de l'optimisme, il faut avancer, il faut surtout trouver des objectifs avec un futur désirable pour tous, au lieu de réagir à la peur et de façon extrêmement réactive. Donc mettons-nous en marche et essayons de prendre le contrôle de notre destin tous ensemble.
Merci Cécile Cabanis, un futur désirable. Merci de nous avoir présenté la stratégie développée par Danone. On voit bien que personne n'a seul la réponse et que c'est vraiment collectivement qu'il faut trouver, imaginer des solutions pour offrir à la fois une alimentation saine mais respectueuse de l'environnement. Alors, je vais me tourner vers Julia Bijaoui. Vous êtes directrice et cofondatrice de Frichti. Frichti en français, c'est évidemment un repas simple, pratique. Et vous avez, vous aussi, voulu répondre à ces nouvelles attentes des consommateurs qui veulent à la fois du lien avec l'agriculture, du sens dans leur assiette, mais aussi qui veulent aussi du service. Donc expliquez-nous comment vous voyez ces nouvelles tendances de marché. C'est à vous pour 7 minutes. Absolument. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Ok, super. Alors effectivement, moi j'aimerais vous parler d'innovation et de comment on peut la mettre au service de la transition alimentaire. Donc en fait, l'innovation n'a effectivement pas toujours été au service de l'amélioration de l'alimentation. Il fut un temps où les pêches avaient un goût qu'on ne leur connaît presque plus aujourd'hui. Et il fut un temps où les pommes contenaient 100 fois plus de vitamines et de nutriments que celles d'aujourd'hui. C'était en 1950. Il fut un temps où il n'y avait qu'un seul jambon dans le rayon. Il était cuit artisanalement par le boucher dans un bouillon que sa femme avait préparé. Il connaissait personnellement l'éleveur et son exploitation. Et les années 60-70 marquent l'avènement d'un nouveau modèle de consommation d'après-guerre. Les 30 glorieuses, l'accès pour tous aux biens de consommation, aux loisirs. Et la part du budget accordé à l'alimentation n'a cessé de décroître pour laisser grandir les budgets de biens de consommation et de loisirs chez les ménages. C'est aussi, du coup, dans corollaire, la naissance de l'hypermarché, l'invention du supermarché. On s'y rend avec sa nouvelle voiture rutilante pour y acheter une machine à laver, mais aussi y faire son gros plein de courses. Et la nourriture devient presque accessoire. On devient, comme ça a été cité par d'autres intervenants, déconnecté. Et surtout, on cherche à en baisser la part dans son budget. Et les distributeurs se lancent alors dans une guerre des prix, toujours moins cher, toujours moins de qualité. Car non, on ne fait pas de la qualité à n'importe quel prix. Et donc forcément, les conséquences de ces choix sur les coulisses des filières de production ne sont ni montrables ni visibles. Le métier de producteur est dévalorisé, il devient un anonyme soumis à la loi du marché, et le marché dit moins cher. Les références s'amoncellent dans les rayons. De un jambon, ce sont maintenant 75, puis 150 références, bien alignées, bien roses. Il faut bien remplir ces rayons gigantesques qui s'étalent sur des kilomètres carrés et montrer profusion, brillance et marketing. On emballe et on suremballe dans du packaging criard qui étale des slogans qui ne veulent plus dire grand-chose. On rajoute des conservateurs un peu partout. Il faut bien que les 150 références de jambon tiennent quelques semaines le temps de se tirer la bourre. C'est l'innovation finalement au service du choix, du prix, mais à quel coût pour le monde? Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le monde et les consommateurs se réveillent. Ils disent stop. Et cela laisse la place à l'émergence de nouveaux acteurs de la distribution alimentaire qui proposent une nouvelle équation. Du goût, déjà et avant tout, de la fraîcheur, des zéro conservateurs, une transparence, une vraie authenticité, une juste rémunération du producteur et une mise en valeur de son savoir-faire. Ces nouveaux acteurs remettent l'innovation au service du bien manger, au service de la transition alimentaire, qui est pour moi une transition vers le passé, puisque l'idée est vraiment un retour en arrière vers la qualité et le bon sens d'antan. Donc chez Frichti, nous avons développé 2 innovations majeures au service de cette qualité. La première, elle est logistique, et la deuxième, elle est d'utiliser les plateformes digitales au service de la mise en avant et en valeur des savoir-faire des producteurs. Donc, premièrement, nous avons repensé notre chaîne d'approvisionnement amont pour plus de transparence et de fraîcheur. Donc, on a 2 activités. La première, c'est qu'on cuisine et on vend des plats de traiteurs sans aucun conservateur. Et la deuxième, c'est qu'on vend des produits frais en direct des producteurs. Donc, l'effet, c'est que nos plats cuisinés ont une durée de vie moyenne de 24 heures, puisqu'on ne met absolument aucun conservateur. Et notre taux de casse, ce qu'on appelle notre waste, est de seulement 2%. Nos produits frais de notre supermarché mettent en moyenne 48 heures pour transiter du producteur jusqu'à chez nos clients, soit 3 à 4 fois moins que dans un circuit de distribution classique. Donc, pour pouvoir arriver à ces résultats, on a utilisé la technologie, on a développé une technologie de gestion du frais inédite. Un système de gestion des stocks qui nous permet de savoir en temps réel ce que nous avons dans nos entrepôts et magasins à la pièce près.
Et cela peut vous paraître peut-être étonnant, mais ça n'est pas ce qu'il se passe dans la distribution classique qui n'a pas de vue sur ses stocks. Nous savons ainsi précisément ce qu'il nous reste et où, et pouvons commander au plus juste et correctement le répartir avec des navettes qui réapprovisionnent nos différents points plusieurs fois par jour. Tout cela est géré par des bots, donc des robots, qui examinent nos stocks et prennent des décisions plusieurs centaines de fois par jour. Un algorithme prédictif qui permet de prévoir la demande au plus juste en fonction de différents paramètres, produits restants, mais aussi météo, jour de la semaine, historique de la demande client et de la vitesse d'écoulement d'un produit. Et enfin, une politique stricte de fini pour aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous nous autorisons à ne plus avoir certains produits dans nos rayons et préférons le frais et le non-gaspillage à l'ultra-disponibilité de tout. Donc, quand il n'y a plus de blanquette de veau, il n'y a plus de blanquette de veau et on invite les consommateurs à se diriger vers le cabillaud. Par ailleurs, le fait que nous ne vendions qu'en ligne nous permet de vendre jusqu'à la dernière tomate, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un étal plein à profusion pour donner envie aux clients d'acheter le produit, ce qui est le cas dans les circuits de distribution offline. Le fait de ne vendre qu'en ligne nous permet une deuxième innovation majeure, celle d'utiliser le digital pour une mise en avant des savoir-faire et une revalorisation des producteurs au travers de nos plateformes digitales et réseaux sociaux. Donc Cécile disait à l'instant que le consommateur devait être impliqué, c'est exactement ce qu'on pense. On a un motto interne qui dit « choisir ce que l'on mange, c'est choisir le monde dans lequel on vit ». Donc il est tellement l'idée, c'est d'informer le consommateur pour lui donner envie d'acheter des choses plus qualitatives. Et c'est beaucoup plus facile de le faire et d'enrichir l'expérience d'achat en ligne plutôt que dans les magasins traditionnels, surtout quand aujourd'hui les vendeurs sont plutôt des logisticiens que des conseillers de vente. Et donc, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on développe énormément de contenu qu'on immerge dans l'expérience d'achat au service de deux principes. Le premier, c'est de réapprendre les valeurs de base aux consommateurs urbains, quelque peu, alors quelqu'un disait déconnecté, nous on dit déraciné, et de l'origine de son alimentation. Et notamment, par exemple, on a un combat fort autour des saisons. Oui, évidemment, aux innovations technologiques, mais on remet aussi bien en valeur des choses juste de bon sens. Donc, par exemple, on fait déjà des choix courageux d'inventaire. On n'a pas de tomates en hiver dans notre inventaire de fruits et légumes, alors que ça générerait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et on fait toutes des campagnes sociales. Donc, par exemple, l'année dernière, en novembre, on a organisé le Tomato Boycott, un mois pour se détoxifier des tomates sans goût. Ou enfin, on a développé un site internet pédagogique et utile, est-ce que c'est la saison.com, qui permet très facilement de consulter les saisons des fruits et légumes. Et puis le deuxième rôle de notre contenu, c'est de remettre en avant les extraordinaires humains et savoir-faire qui se trouvent derrière les produits que les gens consomment, derrière des vidéos, remettre des visages, des histoires. On a notamment fait une très belle vidéo sur Bordier, donc c'est un producteur de beurre et d'un crémier en Bretagne, et dont les équipes façonnent encore le beurre à la main. C'est extrêmement visuel et ça a beaucoup intéressé nos clients. On organise des lives sur Instagram avec les producteurs pour, encore une fois, leur donner la parole et faire comprendre aux clients pourquoi les bons produits ont un certain prix. Voilà, donc l'objectif, c'est que le consommateur redonne de la valeur à la qualité des produits et soit prêt à redonner une part plus importante à son budget alimentaire, dans son budget total. Et enfin, offrir ainsi plus de débouchés à ceux qui font bien les choses et donc progressivement réussir à retransformer et retirer vers le haut l'industrie et les filières de production. Évidemment, on le fait en optimisant toujours plus la logistique grâce à la technologie pour maintenir des prix raisonnables, puisqu'il est évident que ce facteur prix est absolument déterminant et nous ne devons jamais faire des choix de qualité qui seraient trop en avance sur notre temps, au risque de devenir un service qui est trop niche par rapport à ce que les gens sont aujourd'hui prêts à payer et donc être déconnecté, rester un service peu utilisé. Notre objectif, c'est de ne pas être parfait, de ne pas faire le plus qualitatif aujourd'hui, mais d'être toujours un petit peu au-dessus pour tirer progressivement le marché sur le haut et que tout réussisse à se transformer et progressivement aussi que les débouchés en produits de qualité soient de nouveau capables de suivre les volumes de la consommation de masse. Voilà, donc beaucoup d'espoir et d'optimisme parce que la jeune génération va vers la qualité et j'en finirai là. Merci pour votre enthousiasme, Julia Bijawi. Je vous propose de retrouver Petra Laux, donc en charge du développement durable au sein de Syngenta. Comment est-ce que le grand semencier agrochimiste suisse répond sur le plan des innovations, des dépôts de brevets, à ces nouvelles attentes pour l'agriculture et l'alimentation? Petra Laux, est-ce que vous m'entendez?
Good afternoon. Now I have the echo. Bonjour, nous avons de l'écho. Est-ce que vous m'entendez, dit Patralox? Eh bien, bonjour. Nous entendons pas? Ah si, on vous entend. Oui, vous m'entendez? OK. Bonjour à tous et merci de m'avoir inventé à cette discussion si intéressante sur un nouvel écosystème pour le secteur agroalimentaire. On a déjà parlé du rôle des consommateurs et des agriculteurs, mais il y a aussi un challenge au jour le jour pour que les agriculteurs fassent face au challenge de ce monde. Les sociétés agropharmaceutiques doivent pouvoir les aider et répondre aux besoins de la technologie agroalimentaire. Bien entendu, il faut s'adapter aussi aux effets, aux impacts du changement climatique. Alors, pour vous dire quelques mots de Syngenta, nous travaillons dans un secteur qui est très remis en question. Le public n'aime pas les pesticides, mais il faut aussi cesser de penser que les plantes se protègent toutes seules, même en agriculture biologique. Même au Congo, quand on met une semence dans le sol, elle ne pousse pas comme ça, elle a besoin d'aide. Et c'est essentiel pour la sécurité alimentaire que je vous cite quelques exemples. Vous avez peut-être entendu parler de l'invasion des criquets en Afrique de l'Est. C'est une chose réelle, c'est pas quelque chose d'hypothétique. Et dans ce cas-là, les vies de centaines et de milliers de femmes et d'enfants d'hommes, femmes et enfants sont en jeu. Donc, il est important de tenir compte de cela et de faire attention à notre planète. Syngenta est une société de technologie agricole leader qui travaille pour transformer le monde et protéger la production. Nous œuvrons vers une agriculture plus durable, à la fois bonne pour la nature, bonne pour les agriculteurs et pour la société. Un bref rappel pour être sûr qu'on comprend tous la même chose. Syngenta travaille à la fois sur l'agriculture traditionnelle et l'agriculture biologique. Nous voulons aider les agriculteurs du monde entier à modifier la manière dont ils pratiquent l'agriculture afin d'œuvrer de manière durable et de lutter contre le changement climatique. Le système agricole doit changer et il est de notre devoir d'offrir aux agriculteurs les outils nécessaires. Pour vous donner quelques exemples, nous développons des semences qui sont plus résistantes aux insectes, par exemple. Il y a des exemples concrets, mais si je peux en citer un, une de nos dernières innovations, une nouvelle variété de choux appelée Cordoba. C'est le premier chou qui résiste aux principales maladies et il vise le marché des produits frais avec différents avantages, flexibilité d'utilisation, bon système radiculaire et facile à emballer. C'est un bon exemple parce qu'on conserve le lien émotionnel. Ce sont des plantes qui ne sont pas plus transformées que d'autres. C'est un chou qui vient directement de la ferme. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui ne savent plus d'où viennent les légumes ou les fruits. Alors, bien entendu, certaines choses sont assez techniques, mais néanmoins, c'est un lien avec la production. Alors, protection des cultures, bien entendu, il faut protéger les cultures pour répondre aux attentes de la société en matière de culture et d'environnement. Nous avons une offre de biocontrôle qui permet de faire pousser du raisin sans pesticides, sans les pesticides rejetés.
nous travaillons sur l'évolution de l'agriculture et nous savons grâce aux nouvelles technologies ce dont la plante a besoin et où, ce qui permet aux agriculteurs d'optimiser par exemple l'apport d'eau et de le réduire le plus possible. Alors, Syngenta essaye de relever les défis de la durabilité. Nous avons mis en place un plan de bonne croissance qui vise à la fois les agriculteurs, la lutte contre le changement climatique. Quand je dis qu'on travaille avec les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on développe des produits et des solutions adaptées à leurs besoins. De quoi ont besoin les agriculteurs? Tout agriculteur a besoin de ce qui va lui permettre de produire ce dont les consommateurs ont besoin et vont manger. Que veut le consommateur? Il veut avoir assez à manger. Donc, il faut une bonne productivité parce que le fermier doit pouvoir produire en quantité suffisante. Ensuite, il importe de produire des aliments sains. Il y a donc la question de qualité et il faut aussi le goût et le plaisir. Et je serais très curieuse de tester certains produits de Frischti. J'espère que je pourrai le faire. J'en serais ravie. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est pas uniquement du point de vue de l'entreprise, mais c'est le souhait pour l'Europe. Et en fait, l'idée est de développer des semences qui répondent aux attentes des clients pour davantage de qualité et de quantité. Ensuite, il y a le problème du changement climatique. C'est un challenge qui va se poser non seulement à nous, mais aux générations futures. Pour les agriculteurs, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose auquel il fait face dès aujourd'hui. Hier, les agriculteurs français ont publié la FDA a publié un article là-dessus et en disant que des pays d'Europe tels que la France avaient une élévation de température importante et également l'Australie, ce qui avait entraîné des feux majeurs. Tout ceci doit conduire les agriculteurs à lutter contre davantage de maladies phytosanitaires. Le changement climatique a eu un impact négatif majeur sur l'agriculture. Savez-vous combien d'agriculteurs aux États-Unis, en France, au Brésil ou autres sont concernés par le changement climatique? Eh bien, 72%. 72% savent qu'ils vont avoir un impact majeur sur leur ferme dans les 5 années à venir. Donc, il importe de lutter dès maintenant. Il faut démarrer cette lutte dès aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est de la responsabilité de Syngenta, mais c'est de la responsabilité de nous tous. Raison pour laquelle Syngenta accélère son innovation. Nous avons engagé plus de 2 milliards pour les années à venir pour aider les agriculteurs à lutter contre le changement climatique afin que l'agriculture puisse contribuer à la lutte contre le changement climatique, en tenir compte et pouvoir alimenter de manière saine les habitants de cette planète. On travaille également sur l'intensité de carbonisation des opérations et je vous remercie de votre attention. Merci, Petra Lox. Poursuivre le débat avec nos invités, alors, qui ont insisté tous à la fois sur les transformations en cours, sur la place du digital, sur les nouvelles attentes du consommateur. Mais je me tourne vers Thierry Pouch. Est-ce qu'on est vraiment au cœur d'une transformation du système agroalimentaire? Qu'est-ce qui va rester de ce confinement et de cette crise du coronavirus dans notre assiette et dans le comportement du consommateur? Le comportement du consommateur était déjà en phase de mutation avant la période de confinement. Il y avait depuis
depuis quelques années des attentes fortes sur la qualité des produits, sur le raccourcissement des distances entre le producteur et le consommateur. Il y avait une insistance sur le bien-être animal aussi. Donc tout ce qui pouvait entraîner des risques sanitaires pour la santé publique était suspecté, et il y avait cette volonté de se rapprocher du producteur pour pouvoir identifier et tracer finalement le produit qu'on allait consommer. Donc le confinement, avec une sorte de panique qui s'est emparée des consommateurs, qui estimaient qu'il pouvait y avoir des ruptures d'approvisionnement, finalement on a assisté à une espèce d'amplification, de gonflement de ce comportement, qui consistait à aller s'adresser, plutôt que d'aller dans le supermarché, faire un peu de distance en voiture, avec un risque d'être contaminé. Le consommateur, il s'est dit: «Il y a peut-être un fermier, pas très loin de chez moi, qui peut me vendre, des fruits, des légumes, éventuellement, des morceaux de viande». Bon. Alors est-ce que ça va continuer? Ça va être très difficile de le dire, puisque, d'abord ça va dépendre, évidemment, de cette épidémie. Est-ce qu'elle va durer ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un ancrage maintenant dans ce type de comportement, un ancrage territorial? Il ne faut pas oublier que, si les ménages, sont en attente, il y a aussi toute la restauration collective qu'il faut gérer. Ça, c'est autre chose. Quand vous avez des établissements publics ou privés, des cantines scolaires, des hôpitaux qui sont sur des budgets serrés, il est évident que depuis maintenant quelques années, on s'adresse à un fournisseur au premier prix. Donc peut-être qu'à travers des projets alimentaires territoriaux, et les chambres d'agriculture sont partie prenante de ce projet, on peut peut-être rapprocher, essayer de desserrer toutes ces contraintes pour faire en sorte que des productions locales puissent approvisionner des restaurations collectives, desserrer la dépendance alimentaire sur des fruits et légumes. Il y a des productions, on pourrait peut-être aussi envisager sur des territoires de créer des entreprises, des légumeries, Ouais. qui puissent transformer sur place les productions. Mais ça va nécessiter des moyens évidemment financiers, de la main-d'œuvre, et puis ça a été rappelé tout à l'heure, la question de la temporalité, ça va s'inscrire sur un temps long qui n'est peut-être pas celui de l'investisseur qui, lui, attend un retour sur investissement sur court terme. Alors Cécile Cavadi, justement, au sein de Danone, vous vous êtes engagée dans ce travail de transformation depuis très longtemps. On sort d'une crise, enfin, on espère qu'on sort d'une crise sanitaire, on rentre dans une crise sociale. Quel va être l'impact du facteur prix, justement? Et puis, vous êtes dans une société cotée, donc vous avez des attentes des investisseurs. Comment est-ce qu'on concilie ce court terme et ce long terme? Alors moi, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, comme je le disais au début, le mouvement de fond sur, la reconnexion avec l'alimentation, des envies d'être plus local, de voir la transparence, d'avoir des étiquettes plus simples, des recettes plus simples, c'est un mouvement de fond qui a démarré, bien avant la crise. La crise, elle va effectivement avoir des impacts court terme, sur lesquels il va falloir agir très vite, notamment réinventer un modèle économique qui va créer des emplois durables, une crise sociale, et le S va devenir dans ESG extrêmement important à suivre dans les mois qui viennent. Donc, on va probablement et peut-être mettre en risque la rapidité et l'accélération qui avaient été entamées sur les tendances de fond au niveau de recréer un écosystème durable dans l'ensemble de ces dimensions sur l'alimentation. Mais je pense que il faut absolument que maintenant on réalise que c'est le rôle de tous de façon collective. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les politiques, il faut que les entreprises jouent leur rôle, il faut aussi que les citoyens et les consommateurs aient un rôle, et que à chaque fois qu'on fait ce rôle, on le fasse avec l'ensemble des parties prenantes et pas seulement une d'entre elles. Donc, il faut arrêter la fragmentation et s'assurer qu'on est collectivement sur les niveaux d'investissement, sur les niveaux de financement, qu'on rassemble tout ça. Il va continuer à y avoir de la tension. Il y aura des moments où on va accélérer, puis des moments où on va reculer. Il y aura des replis, il y aura des avancées. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait ensemble des objectifs qui permettent de rassembler tout le monde. Qu'est-ce qu'on mesure? C'est quoi les grands objectifs sur lesquels on est rassemblés et qui permettent d'avancer? Et on a les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est le socle.
Et ils impactent, l'alimentation impacte énormément d'objectifs. Donc ça va prendre du temps, il faut continuer à rassembler, et en même temps on s'aperçoit, et la crise est un catalyste du fait que maintenant il faut bouger de façon assez urgente sur tous ces sujets. Julia Bijaoui, est-ce que vous nous entendez? Bon, à ce moment-là, oui. Est-ce que vous sentez justement une attente des agriculteurs français? Est-ce que vous les sentez prêts à relever ce défi de proximité, de fraîcheur? Oui, alors nous, pendant la crise du Covid, on a eu des dizaines de demandes par jour de producteurs qui cherchaient à référencer leurs produits sur notre plateforme parce que leur débouché habituel, à savoir les restaurants locaux, le marché de Rungis, tournait complètement au ralenti. Et donc, des réseaux comme les nôtres qui peuvent les mettre directement en relation avec des clients de leur région étaient des solutions nouvelles vers lesquelles ils se tournaient. Donc, je pense qu'ils sont prêts à relever ce défi. Après, évidemment, je suis moins bien placée que la Chambre d'agriculture pour le dire, mais je pense qu'ils relèveront d'autant plus le défi que le consommateur changera et que des entreprises leur offriront des débouchés suffisamment intéressants pour aussi faire les investissements qui nécessitent, qui sont nécessaires à leur transformation. Et donc nous, vraiment, on se bat pour leur offrir davantage de débouchés. Un exemple que je citerai, c'est que ça fait très longtemps qu'on a envie de travailler sur des poissons labellisés. On a mis MSC et ASC. On a mis 3 ans à pouvoir le faire parce qu'on nous disait de manière répétée, nous n'avons pas assez de poissons à vous fournir par rapport à vos volumes. Et puis on a insisté, et au bout de 3 ans, on a pu passer tous nos poissons en poissons labellisés. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, l'industrie aussi doit se transformer. Et c'est vraiment un cercle, effectivement, tout le monde doit participer, et un cercle, j'espère, vertueux, où parce que le consommateur va revaloriser les produits, eh bien, il y aura de plus en plus de débouchés pour ces beaux produits. Voilà. Est-ce que la tendance que vous avez observée pendant le confinement se poursuit actuellement? Elle se poursuit complètement, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que la tendance était déjà là, et je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue a accéléré 2 choses. Un, la digitalisation des comportements. On a plein de gens qui n'avaient pas encore passé le cap ont appris à utiliser notamment l'e-commerce et l'e-commerce alimentaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître et qui va encore s'accélérer. Et puis évidemment, la volonté de mieux manger, à la fois une grosse prise de conscience de l'impact sur sa santé et sur sa planète. On a été tous très, très focus sur notre santé pendant cette crise. Voilà, ça ne fait que renforcer des tendances qui étaient déjà là, mais du coup, les ancrer durablement, et à mon avis, à les développer de manière exponentielle. Petra Laux, il y a une très forte attente du consommateur, mais on sait qu'on est aussi au bout d'un modèle agricole. Vous avez évoqué les investissements de Syngenta, 2 milliards d'euros. Est-ce que dans les 10 années qui viennent, vous allez être capable de mettre sur le marché des produits capables effectivement de garantir une préservation de la biodiversité tout en offrant des produits agricoles de bonne qualité? Absolutely, that's precisely. Tout à fait. C'est exactement cela notre objectif. Nous investissons ces 2 milliards. Nous avons identifié ensemble avec le Conseil de protection de la nature, nous avons identifié plusieurs critères que nous voulons privilégier. Nous sommes tout à fait confiants. Nous pensons qu'il y aura un progrès majeur dans les définitions des indicateurs biologiques. Comme nous avons déjà dit, le dernier orateur nous a dit, nous voulons livrer ce dont ont envie nos consommateurs. C'est ça notre objectif. Prendre un certain nombre de questions qui viennent des internautes. Est-ce qu'il faut, il y a Nathan Lemoine qui demande si il faut investir dans le secteur agroalimentaire pour établir une souveraineté européenne sur ce sujet. Thierry Pouche, peut-être? Est-ce que l'Europe doit être mobilisée pour cette souveraineté alimentaire? Mais l'Europe était mobilisée dès le départ, au début des années 60, quand on a créé la politique agricole commune.
il y a un article dans le traité de Rome qui souligne que l'autosuffisance alimentaire doit être atteinte pour nourrir la population européenne. À l'époque, il n'y avait que 6 pays membres. Donc cet objectif a été atteint assez rapidement, en l'espèce de moins de 10 ans à peu près, dans un certain nombre de secteurs, en céréales, en produits laitiers, en sucre, en viande porcine. On a atteint l'autosuffisance alimentaire avec un modèle qui évidemment aujourd'hui est considéré comme à bout de souffle. Donc il est à mon avis, très aisé pour l'Union européenne de rouvrir les traités antérieurs et de restaurer une autosuffisance qui avait déjà été fixée comme objectif prioritaire pour l'agriculture. À l'époque, on parlait même pas d'exportation de produits agricoles et alimentaires européens. Donc je pense que s'il y a un projet collectif européen autour de toutes les questions qui ont été évoquées depuis tout à l'heure, eh bien il y a suffisamment de matière, il suffit de puiser dans les traités, de les nettoyer un peu, de les actualiser pour réaffirmer à nouveau cette autosuffisance. Mais évidemment, ça rentre peut-être en contradiction avec une politique commerciale européenne qui a multiplié ces dernières années des accords de libre-échange en ouvrant le marché intracommunautaire à des contingents de produits avec droit de douane réduit ou sans droit de douane. Il faudrait mettre fin aux accords de libre-échange ? Il faudrait y renoncer ? La question est posée aujourd'hui. C'est une question qui revient maintenant régulièrement. Ces accords ont été contestés. Il suffit de prendre l'exemple du CETA il y a quelques années, l'accord avec le Canada. Mais dans la crise actuelle, on entend un certain nombre de voix, et même la Commission, dans son document de la ferme à la fourchette, il y a un paragraphe sur la possibilité de reconsidérer, de réexaminer sa politique commerciale. Donc est-ce que ça va être suivi des faits ? Mais c'est une question qui est entière aujourd'hui, oui. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir des clauses environnementales, climatiques dans ces accords ? Par exemple, ça va même peut-être plus loin, non seulement essayer de, comme l'a dit le président de la République, de voir si les produits qui sont accordés avec des contingents, il faut mettre des clauses environnementales, mais il y a aussi un certain nombre de propositions qui vont dans le sens, on peut continuer à négocier des accords de libre-échange bilatéraux, mais on retire l'agriculture et l'alimentation de ces négociations. On en fait une exception, comme il y a des exceptions culturelles. Merci. Une autre question, Augustin Tauflib, qui nous demande comment concilier la demande de consommer mieux et plus local tout en garantissant une alimentation accessible à tous. Cécile Cabanis, vous y travaillez au sein de Danone ? Bien sûr qu'on y travaille. Je pense que tout ça est sur le même sujet. Donc, tout à l'heure, j'évoquais des recettes plus simples, des listes d'ingrédients moins importantes. Et tout ça, ça passera par l'innovation. L'innovation, elle est extrêmement clé pour retravailler l'ensemble de la chaîne de valeur et permettre des produits plus sains dans des circuits courts qui s'adressent à différents pouvoirs d'achat et à permettre. Mais après, il ne faut pas qu'on oublie que à la fin de notre système alimentaire qui consistait à nourrir le plus de monde possible de façon le plus standard possible, on ne payait pas le vrai coût de l'alimentation. Donc il y a un sujet autour de ça. Nous, on travaillait tout à l'heure, on parlait de comment les agriculteurs et est-ce qu'ils étaient engagés dans la transition. Nous, en France, on a lancé en février 2020 un projet qui consiste à augmenter leurs revenus disponibles de tous nos agriculteurs partenaires de 15% en les accompagnant dans la transition alimentaire, la transition sur l'agriculture régénératrice. On a déjà 1200 agriculteurs partenaires en France qui ont pris ce challenge et qu'on accompagne dans la durée. Donc il y a effectivement, en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes et en innovant, il y a une façon d'assurer à un moment des portefeuilles qui seront disponibles à tous et pour tous. Et est-ce que cet engagement de revalorisation pour les agriculteurs, c'est valable pour l'ensemble des agriculteurs avec lesquels vous travaillez dans le monde ? Aujourd'hui, on a lancé ça en France, oui. Sur l'ensemble de nos agriculteurs partenaires en France. Parce que là, on parle d'enjeux globaux, mais les enjeux globaux se traduisent de façon très différente en local. Et donc, on a des projets dans l'ensemble de nos pays, mais ils sont de nature très différente. L'alimentation restera locale. Merci. Si Patricia Barbizet m'entend, je lui laisse le soin de conclure cette table ronde.
Patricia Barbizet, c'est à vous. Je trouve que toutes vos interventions et les différents points de vue que vous avez évoqués attestent qu'on a tous conscience que de profondes transformations sont nécessaires et que nous avons tous collectivement à faire face à de très grands défis, quel que soit l'angle d'où on parle, et Dieu sait que nos angles étaient variés. Mais que l'alimentation reste le premier besoin fondamental de l'humanité, et donc il va bien falloir accélérer la transformation de nos filières agricoles et agroalimentaires pour qu'elles soient plus compétitives, plus résilientes, plus durables, pour pouvoir de mieux en mieux, en France et ailleurs, satisfaire ce besoin fondamental. Et comme disait Cécile et les autres, c'est-à-dire qu'il va falloir simultanément innover avec des nouvelles espèces qui soient plus résistantes, déployer une agriculture de précision avec des drones, des capteurs et des produits phyto plus écologiques, améliorer notre compétitivité en organisant nos filières et en marketant nos produits, et en accompagnant, bien sûr, les transformations des exploitations agricoles, comme l'a souligné Thierry Pouche tout à l'heure. Et voilà, je voudrais juste conclure en disant que lors de la remise au Premier ministre du rapport d'évaluation des PIA, le comité de surveillance des investissements d'avenir avait souligné l'importance de la transition agricole et agroalimentaire et en avait fait la première recommandation stratégique d'un prochain PIA, celui qui est en discussion en ce moment de ces grands programmes d'investissement. Donc je pense que toutes les parties prenantes, quel que soit leur rang, sont très mobilisées sur ce sujet et que cette conscience de l'importance de ce sujet et des enjeux qui s'y rapportent pour chacun des consommateurs, chacun des agriculteurs, chacun des distributeurs et chacun des pouvoirs publics aussi, est tout à fait fondamental. Et donc, je pense que tous les espoirs, beaucoup d'espoirs et beaucoup d'optimisme, l'a dit Julia Bijaoui, je pense que nous pouvons les avoir parce que j'ai le sentiment que tout le monde est vraiment mobilisé pour le faire. Et donc, je suis sûre qu'on va y arriver et que donc d'ici là, comme dirait un ancien président de la République, mangez les pommes. Merci Patricia Barbizet.